C'est une région qui a toujours attiré la convoitise, une région pour laquelle l'on affiche très souvent les yeux d'eau. Il s'agit du Grand Katanga de la République démocratique du Congo, vous le savez, et ce spécial Grand Plateau est entièrement consacré à cet espace ce dimanche. Pour en parler, nous sommes avec Maître Shadrach Moukad, qui est avocat et coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, qui est à ma gauche, et Maître Ghislain Kaloua Choulou, qui est coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, cette fois-là. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce plateau spécial. Vous l'avez compris par la présentation de mes invités, c'est le point de vue de la société civile par rapport à toute cette situation, par rapport à tout ce qui se passe. Sans plus tarder, l'on va démarrer avec une question de curiosité. On va faire le tour de table, comme c'est un plateau. Je préfère commencer par ma gauche, puis par la droite et vice-versa. Ma question est un peu plus directe et ça se penche sur l'actualité, notamment la loi dite Tchani ou encore Congolité, un terme que l'on veut de moins en moins exploiter en ce temps. Je commence par vous parce que je crois que c'est monsieur Ghislain, Maître Ghislain, qui va donner un peu plus des réponses à ces sujets, vu que l'on indexe un des leaders de cette province, plus particulièrement en ce moment, de cette ville-là, mais ça concerne tout le Grand Katanga apparemment. Vous pensez quoi personnellement de cette loi-là? Merci, monsieur le journaliste. Nous, société civile, nous opposons pas à cette loi parce que ça indexe un des leaders de Katanga. Ce n'est pas ça le cas. Mais nous avons fait une profonde analyse au sein de la société civile en général, c'est-à-dire nous avons profité des assises de l'Assemblée générale extraordinaire organisée ici à Kinshasa. Dans cette assemblée, nous étions réunis avec tous nos compatriotes, collègues de la société civile, de toutes les 26 provinces de la RDC. Et lors de ces assises, nous avons eu le temps de pouvoir analyser des questions politiques, sociales, judiciaires et économiques du pays. Mais la question qui avait attiré beaucoup d'attention, c'est celle de la loi Tchani, une loi qui divise aujourd'hui des Congolais. Une loi qui risque d'amener des conflits ouverts, qui risque d'amener des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'au sein, à la fin de cette Assemblée générale extraordinaire, il y a une déclaration qui a été faite par toutes les organisations de la société civile réunies en cette occasion-là, où nous avions dit que la démarche de Tchani était une démarche inopportune parce que nous estimons que la question est déjà réglée par la Constitution de la République et qu'à l'ère d'aujourd'hui, le climat actuel du pays ne s'y prêtait pas. Nous avions demandé que cela soit qu'il y ait un sursis de ces démarches. C'est ainsi qu'au niveau de l'espace du Grand Katanga, nous nous sommes réunis aussi parce qu'il y avait particulièrement des questions qui concernaient les Katanga, telles que nos communautés, vous les entendez vous-même sur les réseaux sociaux, ils s'expriment tous pour dire niet à la loi Tchani, ils ne soutiendront jamais en tant qu'acteurs de la société civile. Nous sommes appelés à prévenir les dangers, à prévenir les pires. Et nous avons dit qu'il fallait lever notre ton, hausser notre ton pour alerter la communauté, tant internationale que nationale, que si nous voulons, il faut bien prévenir que guérir. Nous ne devons pas laisser le peuple aller vers les dangers, mais nous devons alerter notamment les garants de la nation, les chefs de l'État, pour lui dire l'espace Katanga aussi. Par rapport, il donne son point de vue. Nous, en tant que représentants du peuple, ce que nous avons entendu et ce que nous observons dans la communauté, nous pensons que si nous avons besoin de la paix, conformément au préambule de notre Constitution, qui prévoit qu'on travaille pour l'unité nationale, qu'on travaille pour l'harmonie, nous pensons que la loi ne promet pas, ne garantit pas l'unité nationale, d'où il fallait se prononcer. L'unité nationale, peut-être pas. On va au fur et à mesure
tout au long de l'émission évoqué cela, mais en vous entendant parler, j'ai un peu aussi l'impression d'entendre parler Noël Tchiani, l'initiateur de la loi. Sauf que vous êtes juste de l'autre côté. Tout comme vous, il parle également de garantir l'unité nationale. Tout comme vous, il parle encore un peu plus loin de garantir la souveraineté nationale. Il parle d'alerter la population, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, mais lui a peur des prédateurs. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de l'entendre de temps en temps lors de ces différentes sorties médiatiques. Il dit que le Congo est le pays le plus entouré par des voisins, 9 notamment, et qu'il y a risque d'être envahi de temps en temps. Et il insiste, il ne le fait pas pour un Katangé, il ne le fait pas pour un Moulouba ou pour qui que ce soit, il le fait même pour l'avenir, parce que le Congo a déjà été exposé autrefois à ce genre de danger. Vous pensez que ce n'est pas un danger, à votre avis, d'être dirigé, je ne dis pas que je suis pour, il faudrait bien qu'on soit d'accord, par quelqu'un qui n'est pas 100% congolais de par ses origines, remontant à 2 ou 3 membres de famille de l'arbre généalogique. Mais la RDC, nous avons la Constitution qui garantit le fonctionnement des institutions. Nous avons des institutions même, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat, nous avons l'institution présidence de la République, nous avons le peuple congolais. Je pense que toutes ces institutions ne permettront pas qu'un individu qui est à la tête se permette de faire quoi que ce soit. Il ne revient pas à un président de vendre le pays, de vendre un espace du pays. Nous avons des textes qui doivent protéger. Ce n'est pas seulement pour le président de la République. Oui. Il y a quelques postes, il a cité quelques postes. C'est ce que nous disons. Au moment de la décision... Quel est le rôle des institutions de la République? Nous avons les institutions qui ont le pouvoir souverain, c'est notamment l'Assemblée nationale, c'est notamment le Sénat. Donc, avec ces institutions et le peuple congolais, lorsque quelqu'un voudra aller au-delà des intérêts du peuple congolais, le peuple va s'élever. Donc, il ne revient pas à un individu, qu'il soit à n'importe quel poste, de pouvoir brader les intérêts du pays. Ce n'est pas une raison. Et lorsqu'il faut parler d'un Congolais 100%, moi, personnellement, quand je fais l'analyse, qui est Congolais à 100%? Ça prête à confusion. Il faut remonter à combien de générations pour retrouver un Congolais à 100%? Il faut éviter ces débats. Nous pensons qu'il faut seulement avoir des institutions stables, avoir des institutions qui puissent travailler pour l'intérêt de la République. Il faudrait que dans notre pays, si nous avons des institutions fortes, qu'avoir des personnes fortes. C'est ça le problème. Mais si nous arrivons à consolider les valeurs que nous devons protéger, ça veut dire si nous arrivons à renforcer le pouvoir des institutions que nous disposons dans notre pays, j'espère, un individu, qu'il soit à n'importe quel poste, ne pourra pas aller au-delà des intérêts du peuple. Je donne aussi la parole à Maître Ghislain Kaloa autour de ce sujet, parce que semble-t-il que c'est surtout vers le Haut-Katanga que ça dérange, parce qu'il y a une grande personnalité du pays, on va le citer, on peut se le permettre, Moïse Katumbi Chapoué, qui, semble-t-il, serait personnellement visé par cette loi. Mais un peu plus loin, j'ai reçu quelqu'un qui disait autrefois ici, si Moïse Katumbi a l'amour du Congo, et qu'il sent qu'il sera contraint par cette loi-là de ne pas pouvoir accéder au poste de président de la République, il pourrait toujours mettre quelqu'un qui a sa vision, mais qui est de père et de mère congolaise, comme le veut Noël Tchiani. Merci pour la question. Il faut dire avant toute chose que lorsque vous prenez notre Constitution dans son préambule, la Constitution consacre ce qu'on appelle les nobles idéaux et que nous, en tant que Congolais, c'est-à-dire tout le monde, nous sommes unis non seulement par l'histoire et par le destin autour de ces nobles idéaux. Je citerai ici la fraternité, la solidarité, la paix, la justice et le travail. Toujours dans notre préambule, on consacre ce qu'on a appelé la détermination pour mettre sur pied un grand pays fort et au sein de l'Afrique centrale. Je crois que par rapport, revenant à votre question, je crois que lorsqu'on parle d'une loi d'une manière générale, toute loi exclut la discrimination. La loi doit être impersonnelle, elle doit être générale. Là, ce sont les caractéristiques d'une loi. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme où nous faisons partie. Celle-ci consacre la non-discrimination. Or, quand vous prenez la proposition de loi dite
congolité ou la loi Tchani, quelque part, elle consacre la discrimination du moment où elle exclut du champ d'action de son application une catégorie de Congolais. Et cela aux différents postes que vous venez de citer, dont la présidence. À ce moment-là, ça devient contraire aux droits de l'homme. Et même alors, lorsque vous prenez toujours les argumentaires de Noël Tchani qui dit on a constaté qu'il n'y aura pas de loyauté du fait que lorsqu'on est d'un père ou d'une mère d'une autre nationalité et malgré qu'on est congolais d'origine, il n'y aura pas de loyauté. Mais l'histoire nous prouve le contraire. Ce n'est pas en naissant d'une mère congolaise et d'un père, je ne sais pas, zambien ou congolais de l'autre côté, qu'on n'aura pas la loyauté. L'histoire nous démontre le contraire. C'est de la sorte que nous disons, sans viser qui que ce soit, nous sommes là en tant que scientifiques, nous voyons l'avenir de ce pays, nous avons besoin que les choses aillent de l'avant, on ne vise personne et nous ne sommes pas là, nous en tant que société civile, nous sommes là pour tout le monde. La loi, elle est faite pour tout le monde et je crois que nous avons besoin à ce que les choses aillent de l'avant tel que le prône le président de la République lorsqu'il dit que pour lui, c'est le peuple d'abord. Et quand on dit le peuple d'abord, il faut permettre à tout le monde d'être unis davantage pour que nous puissions vivre effectivement ce slogan. Donc, nous estimons que ce n'est pas opportun cette loi. Et c'est discriminatoire. Non seulement discriminatoire, mais elle va amener à une certaine mutation de la Constitution, pour mieux dire, certainement la Constitution sera révisée. Est-ce le moment? Nous disons non. Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant? Je crois que ce n'est pas opportun. Je crois qu'il est temps de penser à d'autres priorités. Maître Ghislain, est-ce que ce n'est pas un peu une discrimination positive, si on peut le dire ainsi, parce qu'on a vu les exemples d'autres pays. La Constitution, ça se change, ce n'est pas un document qui va rester comme ça éternel. On a vu d'autres pays, ça circule sur les réseaux sociaux en ce moment et c'est vérifiable, l'Égypte ou l'Algérie ou autre, où ce concept de père et de mère est bien appliqué. On va même plus loin, on parle des musulmans pour les pays arabes pour être président de la République. Est-ce que ça ne peut pas, on ne peut pas oublier le fait que ce soit discriminatoire juste pour protéger ces postes de qui que ce soit? Merci beaucoup. Chaque fois qu'on doit faire une analyse, j'insiste, nous devons être scientifiques et objectifs. Le contexte de chaque pays, c'est différent. L'histoire de notre pays n'est pas l'histoire de l'Égypte, n'est pas l'histoire du Gabon, n'est pas l'histoire d'autres pays. Nous avons une certaine particularité et nous pensons, et j'insiste, que nous devons voir l'avenir de notre pays. Lorsque vous parlez de l'Égypte, vous parlez d'autres pays, ils ont leur histoire. Ici, nous insistons sur le fait que, scientifiquement, c'est contraire aux droits de l'homme, notamment lorsqu'elle consacre la discrimination. Elle va appeler à de profondes modifications de la Constitution et nous estimons que ce n'est pas opportun. Et ça concerne tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit une loi, quand vous dites la protection du pays, je ne pense pas. Parce que la loi même fondamentale qui est la Constitution prévoit toutes les dispositions pour que une fois à la magistrature suprême, qu'on puisse cadrer bien les choses, c'est-à-dire la Constitution est là pour nous protéger effectivement. Dans le cas sous examen ici, je ne pense pas qu'on puisse faire allusion à la protection du pays du fait qu'on doit consacrer cette congolité. Je ne pense pas, parce que la Constitution a tout réglé, notamment à ce qui concerne cette souveraineté. Voilà un peu à chaud ce que moi je peux ajouter à ce que mon confrère, collègue a dit. On y reviendra certainement tout au long de l'émission, mais j'aimerais prendre des nouvelles d'une province qui attire beaucoup l'attention, notamment le Lualaba, dont vous êtes le coordonnateur du cadre de concertation de la société civile, Maître Shadrack. Dites-moi un peu, l'on ne semble pas très bien comprendre ce qui se passe dans cette province depuis quelque temps. Le gouverneur qui était malade en Afrique du Sud, on pensait qu'il avait fui un moment, il est revenu, on a applaudi
dit le fait qu'il soit revenu, mais il n'est pas rentré à Kolwezi. Il est revenu à Kinshasa et depuis, le président de la République s'est même déplacé là, mais il n'y a jamais remis les pieds. Qu'est-ce qui explique un peu cette situation? Est-ce que vous avez des justifications, vous, de votre côté? Parce que nous, parfois, on voit des reportages ici à la télévision, on voit le travail que madame la vice-gouverneure est en train de faire en tant qu'intérimaire du gouverneur, mais on voit aussi d'autres reportages de la population en train de se poser la question. Mais il est où le gouverneur? S'il a volé, il doit être en prison. S'il n'a pas volé et qu'il fait bien son travail, est-ce qu'il ne devrait pas être dans la province en ce moment? Merci de cette question. Heureusement que dans votre question, il y a quelques éléments de réponse. Madame vice-gouverneure est en train de mener ses activités. C'est dans ses droits en tant que vice-gouverneur. Lorsque le titulaire n'est pas sur place ou est empêché, du point de vue administratif, la vice-gouverneure doit normalement travailler, faire tout ce qui est prévu dans le plan de développement de la province, le plan quinquennal, et c'est ce qu'elle est en train de réaliser sur le terrain. Mais la question qui se pose et qui revient dans les esprits de tous les Congolais de savoir pourquoi les titulaires, le gouverneur Mouyej, continuerait à rester à Kinshasa. Et vous voulez savoir pourquoi? Nous sommes société civile, nous nous sommes aussi posé maintes questions. Je me rappelle avant que je vienne, un collègue acteur d'une organisation de la société civile de la place aussi répété m'a appelé pour dire mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que nous ne pouvons pas mener une action pour savoir qu'est-ce qui est réservé, quel est le sort réservé à la province du Lualaba, parce que nous ne pouvons pas accepter rester dans un flou et nous l'avons même souligné dans notre communiqué. Le gouverneur Mouyej était venu à Kinshasa sur invitation du gouvernement de la République, à travers une invitation lui adressée par le VPM. En son temps, en décembre, il est venu répondre à sa hiérarchie, quelques temps avant qu'il ne soit reçu, parce qu'il était invité pour rencontrer aussi son Excellence Monsieur le Président de la République. Étant donné qu'il ne l'a pas rencontré, mais il a sombré dans une maladie qui s'est aggravée pour l'évacuer en Afrique du Sud. Dieu merci, il est revenu vivant, mais il ne devait pas rentrer à Kolwezi, étant donné qu'il était venu sur invitation de la haute hiérarchie du pays, ayant recouvert sa santé. Il devait encore revenir parce qu'il est parti avec un ordre de mission de sa sortie officielle par le gouvernement de la République. Il devait revenir ici pour qu'il soit reçu. Mais voilà, jusqu'à ce jour, depuis le mois d'avril qu'il est là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme vous l'avez dit, c'est inquiétant. Nous aussi, société civile, nous avons dit non. C'est inquiétant. Il faudrait que le chef de l'État puisse fixer l'opinion nationale et surtout l'opinion provinciale du Lualaba pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Quelles sont les raisons qui font que jusque-là, les gouverneurs restent toujours bloqués. C'est un fils de la province, il a le droit de rentrer, de regagner sa province, continuer ses travaux. Si il n'y a pas, jusqu'à ce jour, ni reproche, ni suspension, ni réprimande, aucun acte disciplinaire, ni autre acte administratif lui est infligé. Mais pourquoi il continue à rester ici et pourquoi il ne trouve pas la faveur pour qu'il soit reçu auprès des instances supérieures? Ça amène à beaucoup de questions. C'est pourquoi nous disons, mais c'est quelque part, c'est pas bien dans une administration. Et vous vous rappellerez que le gouverneur du Tanganyika a été invité, toujours ici à Kinshasa, pendant qu'il était ici à Kinshasa, invité officiellement sur le plan administratif, et c'est normal. Pendant qu'il est ici, on reste tiré sous son dos, derrière, et c'est la politique que nous avons dit, mais à qui profite toute cette politique que nous pouvons qualifier d'une mauvaise politique? Quelqu'un vous invite, il est ici, mais derrière au Tanganyika... Donc, je comprends que comme l'opinion, vous aussi ignorez quand même les raisons qui font que Richard Mouyej demeure à Kinshasa jusqu'aujourd'hui et ne soit pas en train d'abattre le travail qu'il était déjà en train d'abattre pour la province. Parce que quand on demande, on dit qu'il attend d'être reçu par le chef de l'État. Une attente interminable. Le président n'a pas eu le temps jusque-là. Indéterminable. C'est pourquoi nous disons, il faudrait... décembre à juillet. De décembre à juillet, vous pensez, quelqu'un qui est à Kinshasa, il n'y a aucune reproche, il n'y a aucun autre acte contraire
Parce qu'on a vu, il a été même reçu par le patron de l'IGF, l'inspecteur général de l'IGF, chef de service, qui a salué son action comme l'une des meilleures, en tout cas dans les 26 provinces. On pensait que juste après, il allait reprendre son avion pour Kolwezi, mais ce n'est jamais arrivé. Dites-nous un peu. Oui, là, il faut savoir le flou persiste. Son arrivée, il faut faire la part des choses entre IGF ainsi que l'administration de la présidence ou l'administration du gouvernement qui l'avait invité. C'est pendant qu'il était ici que l'IGF a voulu aussi les rencontrer, échanger sur des questions de la gestion des finances publiques. Mais son invitation ici à Kinshasa, c'était pour les comptes de la République. Il était invité par l'invitation qu'il détient de Kolwezi à Kinshasa. C'était le gouvernement de la République à travers les ministères, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui l'avait invité. Mais il devait rencontrer le chef de l'État. Nous avons rappelé le chef de l'État qu'il faudrait qu'il nous fixe parce que il n'est pas clair que quelqu'un qui soit arrivé 7 mois après, à Kinshasa, il n'est pas reçu par le chef de l'État. Donc nous pensons que pour fixer l'opinion, c'est important. Au lieu de laisser, il n'existe jamais que, soit on peut dire, quel est le sort qui lui est réservé. Est-ce qu'on veut qu'il continue à travailler? Qu'on le libère. Ou soit, la présidence pense que la personne ne peut plus encore continuer à travailler, mais quels sont les reproches qui lui sont faits? Qu'on le lui dise clairement, pour des raisons telles, monsieur, vous n'êtes plus encore gouverneur de province. Dès qu'il y a une décision pareille, la province sait que c'est normal, c'est dans une administration, il y a des actes répréhensibles qui lui sont infligés, il ne va pas travailler, il n'est plus gouverneur de la province. Alors nous attendons que les échéances, on doit organiser le plus vite que possible, parce que du point de vue du droit, et dès qu'il n'est plus encore, on le démet de ses fonctions de gouverneur, cela étant établi avec des reproches ou des faits répréhensibles à sa charge, directement, la CENI doit s'organiser pour organiser des élections des gouverneurs. Tout à fait. C'est ce que nous voulons. C'est ça même le vœu de la société civile. Vous êtes la société civile. Justement, j'aimerais savoir, en parlant de la province du Lualaba, c'est une province qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années. Depuis, en tout cas, on parle d'un démembrement réussi, en tout cas total. Le Lualaba attire les yeux, le Lualaba se transforme et tout ça. Mais depuis cette période, de décembre à juillet, comment ça se passe? Dans quel état d'esprit se trouve la population? Des travaux aussi, ils étaient engagés dans la province. Comment ça évolue exactement une province sans gouverneur? Voilà, je venais de dire que si nous parlons de la déstabilisation des provinces, ce n'est pas seulement au niveau politique, mais c'est aussi au niveau des relations intercommunautaires. Aujourd'hui, en province, vous trouverez que vous les suivez bien sur les réseaux sociaux. Il y a des attaques de tous bords, il y a des gens, il y a des camps. Ce qui n'existait pas. Là-bas, il n'y avait pas deux camps. On avait tous un camp qui était derrière l'exécutif provincial. Maintenant, nous avons des camps qui s'étirent à boulet rouge entre eux pour dire nous sommes pour les vices, nous sommes pour les titulaires. Mais ça ne construit pas la province, ça diminue la cohésion entre les communautés, et ça touche à la stabilité des relations intercommunautaires, la vie sociale des communautés. Donc, il faut fixer le peuple. C'est-à-dire, désormais, le gouverneur est à votre disposition, on vous le retourne, il continue le travail, ou carrément, nous vous disons qu'il ne mérite pas, nous n'allons pas travailler avec lui pour des raisons telles, voilà où on doit organiser les élections pour que les députés nous choisissent un autre gouverneur qui doit gérer. Mais quand vous posez la question, qu'est-ce qui est sur le terrain? Mais je vous dis bien, Madame vice-gouverneur est en train de travailler. Il y a un plan quinquennal. Quand le gouverneur est empêché, bloqué ici par les institutions nationales, Madame vice-gouverneur, elle n'a qu'à jeter l'œil dans le plan quinquennal pour faire exécuter, parce que le gouvernement provincial existe, avec aujourd'hui Madame vice-gouverneur qui fait l'intérim, elle fait exécuter ce que les gouvernements, l'exécutif provincial avait défendu comme plan pour le développement. Donc, il y a du travail qui se fait sur le terrain, mais le peuple se demande, mais en fin de compte, même elle-même, Madame vice-gouverneur, doit se poser des questions. Il n'existe pas d'intérim sans fin. Il n'existe pas d'intérim sans fin. Il faut qu'on fixe. C'est pourquoi nous disons, il n'existe pas d'intérim au-delà des limites prévues. Mais il faudrait que les gouvernements ou le gouvernement national
ou la présidence de la République puisse trancher, parce qu'il revient au chef de l'État. C'est lui le garant, c'est lui qui a le pouvoir de décider, soit de dire, monsieur, toi tu ne travailles pas, tu as des reproches tels, tu as commis telle béville, monsieur, vous n'êtes plus encore gouverneur de province, ou monsieur, je vous ai reçu, voilà, je vous étais invité pour telle raison, maintenant tu peux rentrer, continuer à travailler. Mais c'est ça même les actes du point de vue des droits qui doivent être posés par le chef de l'État. Mais lorsqu'on garde quelqu'un pendant des temps, et cette personne ne connaît pas qu'est-ce qui va lui arriver, mais c'est aussi une torture morale. C'est ce qui n'est pas, que nous disons, ce n'est pas appréciable. Tout à fait. Alors, la seule province peut-être, bon, on va dire parmi les trois, Lomami à part, pas du tout concernée pour le moment par ce genre de déstabilisation, c'est le Haut-Katanga. À quand le tour du Haut-Katanga? Parce qu'on a cité le Tanganyika dans cette situation, le Lualaba dans cette situation, il ne reste plus que le Haut-Katanga. Qu'est-ce qui va se passer là-bas, à votre avis, dans les jours qui viennent là? Merci beaucoup pour cette question. Je rappelle que nous ne sommes pas, nous, en tant que société civile, ne sommes pas de politiciens, nous sommes partenaires au gouvernement afin d'aider le gouvernement par notre attitude en termes de dénonciation, en termes d'accompagnement avec les ministères sectoriels dans chaque province. Nous sommes là pour le bien-être de la population. Alors, revenant à votre question, à quand le tour du Haut-Katanga, tout de suite, je vais vous répondre que je ne pourrai pas m'hasarder de dire que ça sera pour demain, ça sera pour après-demain, mais ce que je peux vous dire est le souhait de la population. Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans notre province. Et cela pourra amener au développement de notre province. Jacques Aboula s'en sort bien, à votre avis, ça va, il se gère pour le moment? Je voudrais dire que, encore une fois, que au regard de ce que nous voyons sur terrain comme activité, certes, il y a des choses qu'il a eu à réaliser, mais vous serez d'accord avec moi que beaucoup reste à faire. Mais néanmoins, il y a certaines réalisations et je ne cesserai de dire qu'à ce qui concerne, par exemple, la stabilité, c'est vraiment à son actif du prix de la farine de maïs. Allez faire des enquêtes, vous verrez qu'aujourd'hui, je dirais que c'est quand même le modèle à suivre par rapport à cet aspect qui entre tout de suite dans ce qui concerne l'alimentation, le bien-être de la population. Bref, il y a deux choses qu'il a eu à réaliser sur le plan sécuritaire notamment. Justement, parce que là, on dit qu'il offre des jeeps, mais tout le temps, on se plaint encore des attaques, un peu dans quelques quartiers. Lumbashi, le font pointe du doigt, des hommes en uniforme. Pendant ce temps, le gouverneur, je crois, pratiquement tous les mois, il offre des pick-up à la police pour faire la patrouille. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci. Encore une fois, il faut dire qu'en principe, la sécurité des personnes et de biens relève du gouvernement national à travers le ministère en charge de l'Intérieur. Et lorsque le gouverneur intervient, il appuie les actions du gouvernement central. Comme vous le savez, c'est un phénomène qui sévit pratiquement dans la plupart de provinces du pays en général. C'est un processus qu'il faut bien gérer. Et ça demande une politique adéquate de la part du gouvernement national qui sera bien sûr relayée en province par le gouvernement provincial. C'est comme ça que je dirais que c'est un processus, il faut beaucoup de moyens. Quand vous dites que ça ne fait que se répéter, ainsi de suite, c'est un fait social qu'il faut bien combattre, mais je ne pense pas qu'à lui seul, en tant que gouvernement provincial, peut arriver à mettre fin, d'où la nécessité, et nous insistons au gouvernement national d'appuyer ces efforts qui sont fournis par le gouvernement provincial qui a montré qu'il a cette détermination. Tenez, c'est pas que je suis là pour défendre, mais je vois ce qui est positif. Tenez, c'est la seule province à aller faire des enquêtes où nous avons eu que sur le plan logistique, le gouvernement provincial est intervenu efficacement, et cela malgré des moyens qui ne sont pas tout à fait disponibles en ce qui concerne par exemple
la rétrocession. Donc, bref. En parlant justement de ces moyens, parce que ça fait poser quand même des questions un peu partout. Comment l'une des régions les plus riches du pays peut manquer de moyens? Parce que là, vous parlez de la farine, ça s'est stabilisé, la sécurité, on se bat, mais comment le poumon, le grenier même du pays peut se retrouver en manque de moyens, comme vous le dites? Oh, il faut dire que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui se veut un pays avec comme système la décentralisation, bien sûr. Ici, le plus grand problème, et je le souligne parce que nous avons été ici à Kinshasa pour faire le plaidoyer afin que cette rétrocession de 40% puisse être régulière. Et là, il faut souligner le fait qu'en principe, on ne devrait même pas parler de la rétrocession. Conformément à la Constitution, il est consacré la retenue. Mais malgré ça, nous vivons dans un système de rétrocession. Tenez, l'année passée, il y a eu 8 mois de retard de rétrocession. Vous voyez, c'est que ça a comme impact par rapport aux moyens que doit avoir un gouvernement provincial. Et nous avons fait ces plaidoyers. Il nous a été rassuré que le premier trimestre du mois de l'année 2021, on aurait déjà liquidé tout ce qu'il y a comme rétrocession, mais ça continue à poser de problèmes. Et vous serez aussi d'accord avec moi, avec tout ce qu'il y a eu en termes de pandémie, il y a eu ralentissement en ce qui concerne les investisseurs. Donc il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, on parle de manque de moyens adéquats, mais nous insistons sur le fait que le gouvernement central, qui est le gouvernement par excellence, doit aussi faire tout pour que la rétrocession de 40% soit réellement effective. Et je crois que cela pourra permettre au gouvernement provincial du Haut-Katanga de travailler pour le bien-être de la population. D'accord, donc pour le moment, ça va quand même, un peu comme la question posée au là-bas, l'état d'esprit de la population, le Haut-Katanga, ça se passe comment? Il faut dire que, comme vous le savez, j'ai dit... qu'on le veuille ou pas, même notre constitution le consacre, nous devons être solidaires. Quand vous parlez du Katanga, nous voyons toutes les 4 provinces, mais ici, spécialement en ce qui concerne le Haut-Katanga, vous allez être d'accord avec moi que... La province qui se porte mieux. La province se porte mieux, mais le problème ne manque pas. Comme d'habitude, nous sommes dans une société, il y a des petits problèmes d'ordre, par exemple, à ce qui concerne les communautés vivant dans le Haut-Katanga. Vous suivez dans le réseau, il y a toujours des problèmes de tension entre différentes communautés, mais d'une manière générale, la situation se porte relativement bien en ce qui concerne la sécurité. Je dis bien relativement bien, à ce qui concerne le social de la population. Bref, le problème ne manque pas, comme partout ailleurs, mais d'une manière générale, les relations entre l'exécutif ainsi que le législatif, c'est-à-dire le Parlement, à ce sujet-là, nous voyons qu'il y a quand même une bonne collaboration. La population aussi, d'une manière générale, bien qu'il y a aussi d'autres problèmes. Voilà un peu ce que je peux dire quant à ce. Qu'est-ce qu'une province comme le Haut-Katanga pourrait, par exemple, attendre du président de la République en ce moment? En tout cas, c'est une très bonne question. Merci pour l'avoir posée. Comme vous le savez, nous ne cessons de le dire. Le président de la République, c'est le garant de l'unité nationale. C'est le père même de la nation, s'il faut le dire ainsi. Et nous pouvons considérer la province comme toutes les provinces, comme ses enfants. Et à lui, en tant que président, de faire le tout pour que, je l'ai dit même la fois passée, pour que la population puisse vivre son bien-être. C'est-à-dire quoi? À travers la présidence de la République, à travers les institutions au niveau national, de faire le tout pour qu'on puisse améliorer l'accès aux besoins sociaux de base. Ici, je voudrais dire, il y a l'électricité, il y a les infrastructures, il y a la paix, bref, pour que la population puisse vivre son bien-être d'une manière générale. Voilà pourquoi nous aimerions, en tant que garant de l'unité, qu'il puisse faire tout pour que finalement nous puissions vivre cette stabilité dans notre province sur tout le plan et qu'il aide à travers le gouvernement national, le gouvernement provincial, afin que la population puisse vraiment sentir
que nous vivons le peuple d'abord et aussi de faire le tout pour que la politique ne puisse pas prendre le dessus sur l'administration d'une manière ou d'une autre, de mettre fin à cette politique qui veut que c'est la politique au détriment de tout. Voilà un peu ce que je peux dire quant à ce. Je vais poser la question également à Maître Shadrack, du côté du Lualaba, parce que des fois on dit que le président de la République joue un rôle important. Il a été sur place, il a un peu ascensé, s'il faut le dire comme ça, peut-être que l'opinion a fait mal deviner, la vice-gouverneure en la désignant comme maman gouverneur, je cite. Qu'est-ce que vous, de votre côté au Lualaba, vous attendez du président de la République? Oui, en commençant par les mots que vous utilisez, que le chef de l'État avait dit à Madame vice-gouverneure que Madame la gouverneure, mais c'est normal, je ne pense pas. Moi, je me rappelle, où je vais vous dire chaque fois, moi-même, quand je suis devant mon adjoint qui est vice-président, je ne l'ai jamais appelé vice-président, je l'appelle toujours président. Même nos membres du bureau, je les entends souvent à ma présence, ils appellent le vice-président du cadre de concertation président et le chef de l'État. Et c'est aussi une considération envers Madame vice-gouverneure. Et c'est là, et est-ce que c'est par cet acte qu'on peut nommer vice-gouverneur gouverneur? Est-ce qu'il revient au chef de l'État de désigner vice-gouverneur, de devenir gouverneur? Mais ce n'est pas ça les droits. C'est l'Assemblée provinciale à travers une élection. Donc, c'est lorsqu'il y a une élection, si l'Assemblée jetait les dévolus sur Madame vice-gouverneure, elle devient gouverneur. Et c'est ça l'acte normal. Mais quant à cela... Le Lualaba va offrir même une résidence VIP au président de la République. Mais qu'est-ce que le Lualaba attend du président? Le Lualaba attend du président de la République comme toute autre province. Vous savez, aujourd'hui, il y a une dizaine, 18, il y a ceux qui parlent de 20 provinces qui sont déstabilisées. C'est-à-dire où il y a un flou. Il y a un flou, ça veut dire on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Les gouverneurs viennent. Il y a une guerre entre l'Assemblée et l'exécutif. Mais quand vous suivez, nous l'avons souligné dans notre communiqué, c'est presque, ça ne profite pas réellement au peuple ni à son développement. Soit c'est pour les intérêts égoïstes de certaines assemblées. Donc les lois là-bas, comme toutes les autres provinces qui se trouvent dans les collimateurs de déstabilisation, demandent au chef de l'État de jouer son rôle en tant que garant. Il l'a dit lui-même, que le chef de l'État s'implique. Lors de l'Assemblée, de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a dit « Je ne vais pas voir ces désordres ». Ainsi l'a-t-il qualifié lui-même. Même le chef de l'État est conscient qu'il y a des désordres dans certaines provinces. Et ces désordres, ce sont les assemblées pour leurs intérêts parfois, parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils ont besoin de survie, ils doivent déstabiliser les gouverneurs pour les calmer, tout ça. Ou parfois certains politiques qui sont ici à Kinshasa. À chaque province a une situation. Non, c'est presque les mêmes situations. C'est presque les mêmes situations. Ce sont des politiques qui sont ici à Kinshasa qui n'ont pas eu la chance de gérer ces provinces. Ils manipulent, ils instrumentalisent les assemblées pour dire qu'il faut les déstabiliser, il doit partir. Donc même au Lualaba, l'Assemblée provinciale a joué un rôle dans tout cela? Non, je ne parle pas du Lualaba, je dis justement d'une manière générale. Parce que jusque-là, vous l'avez entendu, les Lualaba, le président de l'Assemblée n'a jamais dit que nous avons un problème avec le gouvernement provincial. Jamais, on a souligné ça d'une manière officielle. Mais s'il y a quelques cas particuliers, nous avons souligné dans notre communiqué que certains députés qui se mettent à jouer un mauvais rôle de déstabiliser les provinces, qui se laissent manipuler juste pour leurs intérêts égoïstes, qu'ils arrêtent. Mais le chef de l'État, comme je l'ai dit, parce que je dois répondre à votre question, le chef de l'État en tant que garant, comme il l'a dit, je ne vais pas entendre, je ne veux plus encore écouter ces désordres. Mais qu'il s'implique. Qu'est-ce qui est difficile au chef de l'État dans les provinces où il trouve que ce sont les assemblées qui sont à la base du désordre? De suspendre ces assemblées, il en a le pouvoir. C'est lui le président de la République. Il en a le pouvoir même s'il y a des motions que les assemblées qui trouvent que ces motions n'ont pas la raison d'être. Le chef de l'État peut s'impliquer pour dire cette motion doit s'arrêter parce que je ne trouve pas sont bien fondées pour la stabilité de la province ou pour le développement de la province. Donc, il ne doit pas se taire. Son silence fait profiter au mal que le chef de l'État agisse.
Il l'a dit. Nous voulons qu'il passe à l'action. Mais il suffit que le chef de l'État décide que pour un temps donné, je ne veux plus entendre dans une province, laisser les choses se dérouler normalement. Et ça va se faire. Mais quant à la situation du Lualaba, le Lualaba veut entendre que le chef de l'État clôture le dossier du Lualaba. Ça veut dire recevoir le gouverneur qui est ici, l'écouter. S'il y a des reproches à son endroit, qu'il les lui dise. Si ce sont des reproches fondés et qu'il trouve qu'avec ces reproches, il ne peut pas travailler, qu'il les lui dise. Ou il trouve que non, il n'y a pas de reproches, monsieur, tu peux rentrer, continuer ton travail. Et lorsqu'il trouve qu'il ne va pas travailler parce qu'il y a des charges qui sont fondées du point de vue des droits ou administratifs, et le Lualaba comprendra que directement la CENI doit organiser les élections pour que le Lualaba trouve un gouverneur qui a un mandat du Parlement. Tout à fait. Voilà. Je vais vous laisser à chacun 2 minutes parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Je vais commencer par Maître Chadra, comme c'est vous qui avez la parole, pour lancer un appel à l'unité des communautés katangaises. Parce que je vous ai entendu tout au long de votre discours, vous l'aviez sous-entendu, si pas dit clairement, vous avez besoin d'unité pour prospérer. Toutes les 4 provinces du Grand Katanga ont besoin d'unité. Quel message vous pouvez lancer à ce sujet au cours de ce plateau spécial pour terminer? Merci, monsieur le journaliste. J'ai aimé, dès l'entame, vous avez dit le Katanga, c'est un espace le plus convoité. Oui, c'est convoité, nous l'avons souligné. Ceux-là qui envient le Katanga, ceux-là qui convoitent le Katanga, profitent du désordre, profitent de la division entre les leaders katangais. Nous avons souhaité inviter tous les leaders katangais, qu'ils soient, malgré leur diversité d'opinions politiques, ils se trouvent dans tous les partis politiques, mais qu'ils comprennent que lorsqu'il s'agit de la défense des intérêts du Katanga, ils doivent se mettre ensemble. Nous leur avons dit, soyez unis, évitez les divisions. C'est une faiblesse. Vous savez, il y a même, que ce soit à tort ou à raison, il y a des gens qui considèrent que les Katangais, ils sont faibles dans la division pour les intérêts katangais facilement manipulables. Mais c'est une honte. Nous avons voulu inviter les Katangais. Non, c'est une honte lorsqu'on commence à vous considérer comme la marque distinctive des Katangais, c'est la division, l'égoïsme. Ils s'aiment eux-mêmes, ils sont facilement manipulables. Comment nous pouvons être un peuple qui est assis sur des richesses, mais politiquement, nous sommes prêts, lorsqu'il y a des intérêts privés pour moi-même, j'accepte de sacrifier tel Katangais parce qu'il doit passer. L'histoire nous renseigne des histoires honteuses. Nous disons, ce n'est pas de notre génération. Il faut les appeler à dire, vous êtes Katangais, tous. Mais s'il y a des intérêts du Katanga, lorsqu'il faut sauvegarder les valeurs du Katanga, qu'ils soient des valeurs politiques, culturelles ou sociales, mettez-vous ensemble, voyez d'abord les intérêts du peuple. Ce n'est pas vous. Nous les avons invités de voir plus loin qu'aujourd'hui. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, ça fragilise le Katanga. Et demain, on n'aura plus rien de personnes politiques qui pourront encore défendre les intérêts du Katanga. Nous avons dit, derrière le chef de l'État, liguez-vous, soyez ensemble, mais veillez sur nos intérêts. Parce que dans la division, on ne gagne jamais. Et ceux qui envient, ceux qui convoitent, profitent pour tirer leurs bénéfices. Maître Ghislain Kaloura. Merci. Il faut dire que nous, en tant que société civile, nous prenons ce qu'on qualifie de valeurs républicaines. C'est notamment la sauvegarde de l'unité nationale, de la paix sociale, du vivre ensemble. Et ceci ne peut se vivre que si les gens sont unis. C'est ici une occasion de demander à tous les politiciens katangais particulièrement de se liguer comme un seul homme pour que finalement, avec le chef de l'État, nous puissions vivre comme le veut le chef de l'État, comme le veut tout le peuple congolais, le développement de ce pays à travers notre espace, à savoir le Katanga. La division ne profite à personne. Par contre, c'est une faiblesse qui permet aux ennemis du développement de se liguer aussi pour davantage que le peuple puisse souffrir. Nous disons non et nous répétons non. Nous voulons que la paix règne, que l'unité règne entre les enfants. Nous sommes tous d'une même famille, à savoir la République démocratique du Congo, à travers notre espace du Katanga. Donc c'est un appel que nous lançons à tout le monde afin que nous puissions vivre le développement de notre chère province et au finish le développement de notre pays
qui va permettre aux enfants de ce pays de se dire qu'on est réellement dans un pays qui se veut un pays de paix, de l'unité. Voilà ce que moi je voulais ajouter à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup à vous, mes invités de ce spécial grand plateau, Maître Shadrack Nkad, qui est avocat et coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Lualaba, et Maître Ghislain Kaloa Chulou, qui est coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Nous avons parlé de cet espace, le Grand Katanga, qui vit de la déstabilisation en ce moment, on va dire 2 sur 4 provinces, ou encore 3 carrément, le Olomami, dans la même situation, voilà. Il n'y a pas de gouverneur. 3 sur 4 provinces en train de vivre une situation inquiétante. Ils en appellent bien sûr au président de la République, les garants de la nation, à remettre de l'ordre, mais aussi aux Katangais eux-mêmes à se remettre en question, à réécrire l'histoire de la meilleure des manières pour le développement non seulement de l'espace, mais un peu plus tard du pays tout entier. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce spécial grand plateau. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps.